Au début du film, nous voyons le personnage principal, Joe Harding, venant à la banque pour découvrir pourquoi il a reçu un avis de saisie. Le directeur de la banque lui dit que cela signifie qu'il doit de l'argent à l'État. Quand Joe demande pourquoi son paiement hypothécaire a triplé, le directeur lui rappelle que la promotion du taux d'intérêt réduit a pris fin et maintenant il doit payer 3 fois plus. Tu l'as fait? J'ai fait quoi? Tu m'as vendu cette merde. L'homme âgé est indigné parce qu'il vit avec sa fille et sa petite-fille et ils ne peuvent pas se permettre de perdre leur maison. De plus, lors de la signature de l'accord, le directeur avait dit que la probabilité d'augmentation du taux était minimale, mais maintenant le directeur insiste sur sa position. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention, nous sommes venus faire un retrait. À ce moment, 3 voleurs masqués font irruption dans la banque. Ils exigent que tout le monde, sauf les caissiers, s'allonge sur le dos, lève les bras et les jambes et reste figé dans une pose de chat. Suivant l'instruction, le directeur commence à gémir. L'un des voleurs le remarque et lui dit de rester silencieux. Puis Joe dit que ses muscles ont des crampes et le voleur permet au vieil homme de s'asseoir. Joe tend au voleur son enveloppe de saisie. Quand le voleur la prend, Joe remarque un tatouage sur son cou. Le voleur sympathise avec la situation financière de Joe et dit que la société doit prendre soin de la génération plus âgée. « Tu n'es qu'un numéro de compte, ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout à toi. »« Non mon ami, pas de toi. » Quand Joe se plaint que le directeur s'en fiche, le voleur prend son portefeuille. Les voleurs quittent ensuite la banque. Plus tard, notre personnage principal donne son témoignage, racontant à la police le tatouage sur le cou du voleur. Il suggère de trouver le salon de tatouage qui a fait le design pour traquer les criminels. L'agent du FBI le traite avec ironie mais le remercie quand même. La fille de Joe, Rachel, et sa petite-fille, Brooklyn, viennent le chercher au poste de police. Sur le chemin du retour, Brooklyn demande à son grand-père tout ce qu'il a vu. Elle est enthousiasmée que Joe ait été témoin d'un vol de banque, mais Rachel ne partage pas son enthousiasme. Ce soir-là, Joe regarde les nouvelles et voit le même agent du FBI répéter ces mots sur le tatouage, les mêmes mots dont il s'était moqué plus tôt. Les nouvelles montrent également un croquis du tatouage demandant à quiconque reconnaît l'artiste de contacter les autorités. Le lendemain, Joe et ses amis Willie Davis et Albert Garner discutent du vol en jouant au ponk. J'ai 52. Si jamais je deviens aussi mauvais, tirez-moi dessus. Ils conviennent que le vol a été effectué de manière très professionnelle. Ils découvrent également que tous les 3 ont reçu des lettres du département des pensions de l'usine où ils travaillaient autrefois. Plus tard, il s'avère que l'usine ferme, déplaçant toute la production au Vietnam et le fonds de pension sera terminé. Sextile a gelé tous les paiements de pension pendant cette période de transition. Ce soir-là, les 3 amis sont assis dans un restaurant essayant de comprendre quoi faire ensuite. Joe suggère d'embaucher un avocat. Willie s'y oppose, disant qu'il ne vivrait probablement pas assez longtemps pour voir la décision du tribunal. Quand Joe rentre chez lui, il trouve un autre avis de la banque, cette fois un rouge, disant que sa maison sera prise dans 1 mois. Lors de son prochain rendez-vous chez le médecin, Willie apprend qu'il a besoin d'urgence d'un donneur de rein. En raison de son âge et de son statut d'assurance, il est tout en bas de la liste d'attente pour une transplantation. Donc, les chances de trouver un donneur par lui-même sont presque nulles. Willie promet de demander à ses parents et amis, mais lors d'un appel vidéo avec sa fille et sa petite-fille, il ne mentionne pas sa maladie. Pendant ce temps, Albert donne des cours de saxophone à un adolescent, mais le garçon ne peut pas jouer du tout. L'étudiant déteste le saxophone et Albert lui dit de ne pas se torturer ni torturer l'instrument. Après avoir quitté la maison de l'étudiant, Albert discute avec la grand-mère du garçon, Annie, qui flirte avec lui et dit qu'elle l'a vu jouer avec le célèbre musicien de jazz Stan Getz en 1977. Joe va chercher sa petite fille à l'école, même si elle insiste qu'elle est assez grande pour rentrer seule à la maison. Après tout, elle a déjà 14 ans. Brooklyn lui montre son test de biologie, qu'elle a réussi brillamment, et lui rappelle qu'il a promis de lui acheter un chiot pour ses bonnes notes. Ce soir-là, les amis se réunissent dans un restaurant pour célébrer l'anniversaire de Willie. Ils lui offrent une montre bracelet avec une photo de sa petite fille dessus et il la met tout de suite. Soudain, Joe dit qu'il a réfléchi au vol de banque. Là-bas, je pense à voler une banque. Tout le monde en rit. Mais ensuite, Joe leur montre les avis de la banque et explique qu'il est sur le point de perdre sa maison. Les banques ont ruiné des millions de vies sans jamais faire face aux conséquences. Joe suggère que tous les 3 volent une banque, s'échappent avec l'argent et sécurisent de leur retraite. Dans le pire des cas, ils finiront en prison, ce qui signifie un lit, 3 repas par jour et des soins de santé meilleurs que ce qu'ils ont maintenant. Joe est convaincu qu'ils ne seront pas attrapés parce qu'ils ont l'expérience et les compétences de leur côté. Après la fête, ils s'appellent et Willie accepte de se joindre au vol. Albert refuse d'abord, mais finit par céder. Comme essai pratique, les amis décident de voler des courses au supermarché où Annie travaille. Willie et Joe laissent Albert dans la voiture, mais il les suit quand même. Annie le remarque immédiatement, les aide à choisir les courses et flirte avec lui. Albert insiste qu'il ne cherche aucune sorte de relation. Pendant ce temps, les actions de Willie et Joe
attire l'attention de la sécurité du magasin. Les hommes essaient de partir discrètement et de monter dans la voiture avec les marchandises volées, mais réalisent qu'Albert n'est pas au volant, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas s'échapper tout de suite. Joe vole alors un scooter de mobilité électrique à l'un des clients. À ce moment, le gardien de sécurité siffle et Willy saute dans un chariot. Après une courte poursuite pendant laquelle Willy utilise un sac de farine comme écran de fumée improvisé, ils sont attrapés quand même. Albert est également détenu même s'il n'a rien volé. Le gardien a juste couru après lui et il a réagi. Toutes leurs actions sont capturées sur caméra, mais le directeur du magasin pardonne aux voleurs malchanceux puisqu'ils sont assez vieux. Il leur donne même des coupons de réduction et leur demande de ne plus voler, ou au moins pas dans son magasin. En partant, Albert devient furieux, refuse de laisser ses amis dans sa voiture et les traite de voleurs complètement désespérés. Quand il s'en va, Willy soupire et admet qu'Albert a raison. Joe décide qu'ils ont besoin de conseils d'un professionnel. Il contacte l'ancien gendre de Joe et lui demande de les présenter à quelqu'un capable de commettre un crime. Pendant ce temps, Albert retourne au supermarché où il tombe à nouveau sur Annie. Il lui dit encore une fois qu'il ne cherche pas de relation. Mais la femme insiste que ce n'est pas une raison de se refuser le plaisir. Ils finissent par dîner ensemble et passer la nuit. Le lendemain matin, Albert se présente au restaurant de très bonne humeur, mais refuse toujours de participer au vol. En même temps, Willy lit le journal. Leurs fonds de pension sont saisis par la même banque qui prévoit de prendre la maison de Joe. Les trois amis avaient été des clients fidèles de cette banque pendant de nombreuses années pour découvrir maintenant qu'elle vole leur argent de retraite. Les amis sont choqués. Cela devient la dernière goutte et Albert accepte finalement le vol. Ils vont voir Josu, un propriétaire d'animalerie qui est aussi un criminel professionnel. Les hommes lui promettent 25% du profit et aucun risque puisqu'ils s'occuperont de tout eux-mêmes. Josu explique que voler une banque peut leur valoir une peine à vie s'ils sont attrapés. Joe argumente qu'il n'a rien à perdre. Sa maison sera prise bientôt et sa pension a disparu. Le criminel est impressionné par le discours de Joe et accepte d'aider. Ce soir-là, assis dans un pub, les amis discutent de combien d'argent prendre à la banque. Joe calcule combien leur a été volé et dit que s'ils parviennent à en obtenir plus, ils donneront la différence à une œuvre de charité. Avec l'aide de Josu, ils créent un plan détaillé. Ils apprennent l'emplacement des caméras, préparent un véhicule de fuite, commencent à faire de l'exercice pour améliorer leurs conditions physiques et ne pas ressembler à des vieux hommes et arrangent des alibis solides. Les futurs voleurs s'entraînent même à tirer. Mais Josu les avertit que tuer quelqu'un pendant un vol est l'une des pires erreurs qu'ils pourraient faire. Les amis conviennent entre eux de se rendre si la police arrive. Finalement, le matin du vol, Joe ramène son ancien gendre à la maison et lui apprend à préparer un bon petit déjeuner au cas où Joe finirait en prison. Brooklyn est agréablement surprise. Plus tard, Joe lui dit que son père viendra la chercher à l'école aujourd'hui. La fille promet de donner à son père une chance de réparer leur relation et Joe lui fait un long câlin sincère d'adieu. L'ancien gendre essaie de dissuader Joe de son plan, mais Joe dit que ses problèmes sont les siens. Si Joe revient du vol, son ex-gendre doit enfin prendre ses responsabilités et prendre soin de sa fille. Pour sécuriser leur alibi, Joe, Willy et Albert font du bénévolat à une foire caritative. Au bon moment, ils s'éclipsent de tous de leur poste, changent de vêtements et se dirigent vers le travail dans une petite camionnette volée. Joe donne à ses amis des armes chargées à blanc pour s'assurer que personne ne soit blessé. Les hommes mettent des masques de Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr., puis entrent dans la banque, verrouillant les portes et tirent un coup en l'air. Les gens terrifiés tombent de par terre. Pendant que les caissiers remplissent les sacs d'argent, une petite fille tend sa poupée, pensant que les voleurs la prendront aussi. Willy essaie de la réconforter, lui parlant de sa petite fille. Soudain, il se sent mal. Willy s'effondre et la fille, essayant de l'aider à respirer, retire presque son masque. Elle remarque également la même montre-bracelet avec la photo de sa petite fille sur le cadran. Profitant de la confusion des voleurs, un employé de la banque appuie sur le bouton d'alarme et le directeur saisit l'arme du gardien qui était tombé par terre. Le directeur menace les amis et leur ordonne de s'allonger. Joe le menace en retour, mais finalement, le directeur tire un chargeur entier, ratant tous les coups. Joe dit au directeur qu'il est sur le point de rencontrer son créateur et tire lui-même avec l'arme. Quand le directeur commence à crier, Joe dit que les balles sont à blanc. Les voleurs ordonnent à tout le monde de compter à haute voix de 90 à 1. Puis ils montent dans le bus et s'en vont. Au moment où la police arrive à la banque, les amis ont déjà arrêté le véhicule volé, attrapent les sacs d'argent. Ils ont réussi à voler 2 300 000 $ et chacun s'en va séparément. Ce soir-là, les amis célèbrent leur vol réussi dans un restaurant où Albert joue du saxophone sur scène. Après avoir pas mal bu, ils rentrent chez eux en chantant, mais Willy se sent soudainement mal à nouveau. Pendant ce temps, le FBI commence son enquête, menée par le même agent qui avait précédemment interrogé Joe. En examinant les images de sécurité, ils ont déterminé que l'un des voleurs est afro-américain et n'a pas moins de 70 ans. Joe et Albert visitent Willy à l'hôpital où le médecin leur dit qu'il a besoin d'urgence d'une transplantation rénale.
Pendant ce temps, Willy regarde les nouvelles dans sa chambre. Le directeur de la banque donne une interview affirmant que les voleurs étaient très jeunes et agiles puisqu'ils ont réussi à esquiver toutes les balles. Albert est furieux que Willy ne leur ait pas parlé de son état médical, tandis que Joe dit qu'il est prêt à donner son propre rein demain si nécessaire. En même temps, l'agent du FBI apparaît aux nouvelles disant que les voleurs étaient probablement âgés. L'administrateur du supermarché, le même où les trois amis avaient une fois essayé de voler des courses, contacte le FBI. Il compare les images de surveillance et réalise que la taille, le poids et même le style de marche du suspect correspondent. Le FBI arrête Joe et Albert. Willy, en raison de sa santé, reste à l'hôpital. Les agents interrogent les trois amis sur ce qu'ils faisèrent le jour du vol. Ils racontent la même histoire. Comment ils se sont réveillés, ont pris leur petit déjeuner et ont travaillé à la foire caritative. Des témoignages sont également recueillis auprès de témoins. Une serveuse de restaurant, un homme atteint de démence et un ami du trio. Albert dit que pendant le vol, il était dans les toilettes parce qu'il a de sérieux problèmes intestinaux. Joe prétend qu'il vendait des billets au stand de la foire, tandis que Willy travaillait dans la maison hantée, effrayant les visiteurs. Après le vol, Albert a fondu les masques et les fausses armes dans un four d'usine, puis est rentré dans les toilettes à travers un mur arrière amovible et est sorti par la porte exactement comme il était entré. Tout cela a été capturé sur vidéo de surveillance. Pendant ce temps, Joe a pris un taxi pour voir Jésus et lui a donné les sacs d'argent à blanchir et Willy a remis le véhicule volé à sa place. Ensuite, tous les trois sont retournés à leur poste à la foire et leur présence a été capturée sur caméra, leur donnant des alibis solides. L'agent du FBI admet que l'histoire semble hermétique, mais insiste que chaque criminel fait une erreur finalement et c'est ainsi que leur plan s'effondre. Il emmène Joe et Albert à l'hôpital où se trouve Willy. Là, Willy et plusieurs personnes âgées remplaçantes sont placées dans des fauteuils roulants et amenées dans la salle de sport. Puis la petite fille de la banque, celle que Willy avait réconfortée et qui avait presque enlevé son masque, est amenée. Elle passe devant les suspects et d'autres vieux hommes, puis s'arrête devant Willy et tire sur la veste de l'agent. Quand il s'agenouille à côté d'elle, la fille dit qu'elle ne voit pas l'homme à qui elle a parlé pendant le vol. « Il n'est pas là? Es-tu sûr? »« Ouais, j'en suis positive. J'ai une excellente mémoire. » L'agent est stupéfait. Il demande si elle est sûre et elle hoche la tête. Joe essaie de cacher un sourire. La fille répète que l'homme n'est pas là et demande si elle peut rentrer chez elle. L'agent accepte à contre-cœur, la fille sourit à Willy. Quelque temps plus tard, Joe est assis dans un restaurant quand Jésus entre, en portant un grand porte-animal avec un chiot à l'intérieur. Jésus dit que toutes les vaccinations sont faites, les papiers médicaux sont en ordre et tout va bien. Joe demande si Jésus a pris sa part, mais il secoue la tête et dit que c'est le devoir de la société de prendre soin de la génération plus âgée. Joe se souvient que le voleur de banque a dit exactement la même phrase. Il demande à Jésus où est passé son tatouage au cou et Jésus explique qu'il a été dessiné au henné juste pour tromper l'enquête. À ce moment, l'agent du FBI entre dans le restaurant et Joe avertit discrètement Jésus, mais l'agent rend seulement le portefeuille de Joe, qui avait été gardé dans le casier des preuves. Joe présente Jésus à l'agent et dit qu'il dirige un refuge pour chiens. Ils se serrent la main et l'agent demande si Joe prend le chiot pour lui-même. Joe explique que c'est pour sa petite fille. Elle est maintenant une étudiante avec mention d'honneur. L'agent demande s'il peut voir le chiot. Il s'agenouille à côté du porte-animal, regarde à travers la grille et roucoule au chien, inconscient que des liasses d'argent sont collées au sommet du porte-animal. Joe dit qu'il est temps de ramener le chiot à la maison avant que sa petite fille ne revienne de l'école. Lui, l'agent, et Jésus quittent le restaurant et une serveuse s'approche de la table. Elle grogne que Joe lui a encore une fois laissé son pourboire en petite monnaie. Mais sous la serviette avec la note « Bisous », il y a une pile de billets de 100 $. Le centre communautaire où les amis passèrent du temps avec d'autres retraités reçoit également un don. À l'hôpital, Willy subit une transplantation rénale. Albert est de son donneur. Voyant à quel point Brooklyn est heureuse avec le chiot, Joe réfléchit que dans la vie, si vous avez de la chance, vous rencontrez quelques bons amis, le genre qui reste avec vous jusqu'à la toute fin. Vous vieillissez ensemble, traversez les difficultés ensemble, faites tout ensemble, riez et pleurez ensemble. C'est son discours pour Albert, qui est vraiment ce genre d'ami pour Joe. Les amis sont plus tard vus au mariage d'Albert et Annie. Tous les invités lèvent leur verre aux nouveaux mariés. La fille et la petite-fille de Willy sont là aussi, et le père de Brooklyn semble s'être enfin réconcilié avec sa fille. Tout le monde boit et célèbre. Un peu plus tard, les trois amis se tiennent sur un pont regardant la fête. Albert se plaint qu'il ne comprend pas vraiment comment il s'est retrouvé marié. Mais ensuite, il ressent quelque chose d'étrange, quelque chose qui ressemble beaucoup au bonheur.